Bonsoir, ça s'agite, ça râle, trafic perturbé depuis ce soir à la SNCF, des spectacles bloqués par les intermittents, grève demain à Paris des taxis. Et vous ajoutez à tout ça la grogne du patronat contre le compte pénibilité ou le pacte de responsabilité. Oui, dure fin de printemps sur le front social pour le gouvernement. Alors est-il annonciateur d'un été chaud? Voici les décodeurs de l'écho. C'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, on essaiera de voir si tout s'enraye sur le plan social. Tiens, dites-le nous, si vous avez un avis, un sentiment sur le compte Twitter des décodeurs de l'écho. L'adresse mail également, les décodeurs de l'écho@bfmbusiness.fr. Y aura-t-il des festivals cet été? Bah oui, question que l'on se pose directement. Quand on parle de grève reconductible dans les trains, ça peut durer combien de temps cette histoire? Et puis, justement, du côté des chefs d'entreprise, est-ce qu'à un moment, ils vont pas finir par baisser les bras et abdiquer complètement? Bernard Vivier est avec nous, l'un des décodeurs de l'écho, c'est le directeur général de l'Institut supérieur du travail. Benahouda Abdedaïm et Emmanuel Le Chip, les deux font la paire, éditorialiste économique à BFM Business. Virginie Martin, politologue, présidente du think tank Différent. Et puis tout à l'heure à 20h, notre décodeur de l'écho, gros plan sur les intermittents, ce sera le porte-parole de la coordination des intermittents et précaires du spectacle, l'acteur Samuel Churin. Alors, pour bien démarrer, pour bien comprendre un petit peu l'ambiance, deux sons, deux témoignages. Je propose d'écouter tout d'abord Geoffroy Roux de Bézieux. Il était sur BFM Business, le vice-président du MEDEF. Les chefs d'entreprise, ils regardent quoi? Comme les particuliers, leur feuille d'impôt. Et leur feuille d'impôt, elle ne baisse pas. Et elle risque, c'est pour ça que j'ai tiré la sonnette d'alarme, elle risque de continuer à monter en 2015. Or, on est dans un système, on n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus, disait Geoffroy Roux de Bézieux à Stéphane Soumier. Puis autre témoignage, ce chauffeur de taxi en guerre contre les VTC une fois de plus. Ils ne payent pas les mêmes charges que nous. Ils ont des statuts d'auto-entrepreneurs. D'accord ? Ils ne payent pas d'assurance transport, comme nous on le fait. Quand nous, on est réglementé parce que pour des raisons de circulation à 11 heures de travail, eux peuvent en faire 18 heures. D'après vous, 18 heures au volant, vous croyez que vous êtes en sécurité dedans ? Ouais, Bernard Vivier, chacun de ces conflits a évidemment sa spécificité, mais est-ce qu'il n'y a qu'une coïncidence là dans tout ça ou pas ? Je pense que c'est davantage une juxtaposition de colère sur fond de démotivation, d'inquiétude lourde. Et nous ne voyons pas, en tout cas nous à l'Institut supérieur du travail, de coagulation et d'ordonnancement de toutes ces inquiétudes parcellaires en un mouvement revendicatif. Alors oui, il y a des déclarations. Que ce soit Geoffroy Roux de Bézieux qui dit les patrons sont démotivés à force de payer trop d'impôts. Oui, il y a des déclarations. Laurent Berger au micro, à la tribune du congrès de la CFDT. La semaine dernière. 2500 personnes qui disent ça ne va pas et si ça continue, nous allons froncer les sourcils. Ce sont beaucoup des déclarations de micro. Oui. Mais on ne peut pas dire que tout s'enraye d'un seul coup. Non. Et ce que nous observons, c'est que les organisations syndicales, comme du reste les organisations patronales, ont de plus en plus de mal aujourd'hui à ordonner les inquiétudes et la lourdeur sociale. La crise de confiance en direction des syndicats n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Il y a un sondage qui a été fait par l'IFOP il y a quelque temps, et qui montre que nous atteignons aujourd'hui un seuil de non-confiance en direction des syndicats qui est de 68% des salariés. 68%, c'est considérable, c'est du jamais vu. Par contre, les crispations, les inquiétudes, les feux de paille, les explosions ponctuelles vont se développer. Ça va des bonnets rouges jusqu'aux conducteurs de la SNCF, aux intermittents du spectacle. Mais tout cela n'est pas organisé, ordonné depuis le poste de commandement du MEDEF, de la CGT ou de Force ouvrière. Oui, ça peut comme ça et là, Virginie Martin, vous entendez donc Bernard Vivier, non pas s'agréger, mais enfin tout n'est pas coordonné, mais est-ce qu'il y a un phénomène qui pourrait en porter un autre? Moi je pense au bonnet rouge l'an dernier, on a vu le gouvernement quand même qui a été un petit peu, non pas menacé, mais enfin bon, qui a un petit peu tangué. Est-ce que dans ce contexte, un phénomène parmi d'autres pourrait emporter le reste? Non, je ne suis pas tout à fait sûre de cela. Je suis assez d'accord avec votre analyse sur le fait, si vous voulez, de la difficulté aujourd'hui à tisser, si vous voulez, quelque chose pour faire
une méta, finalement, contestation. Ça devient plus compliqué, mais en même temps, c'est complètement normal et je ne pense pas qu'on revienne à ce qu'on a connu précédemment dans des sociétés, finalement, un peu plus anciennes, qui sont peut-être il y a 10 ans ou il y a 20 ans, qui étaient des syndicats très constitués, très relativement représentatifs, des partis politiques constitués, relativement représentatifs, etc. La société a muté et finalement, les mouvements sociaux ont muté avec elle et c'est complètement normal. Et du coup, les bonnets rouges en sont un bon exemple, mais tout ce qu'on voit là aujourd'hui en sont aussi des très bons exemples. On est dans une société que les sociologues appellent une société plus liquide, et finalement on est dans le moment de l'éphémère. On va tout d'un coup se coaliser sur une problématique qui va nous concerner, et puis le lendemain on va se coaliser sur une autre, etc. Donc si vous voulez, c'est forcément, c'est à la lumière de notre société, c'est plus éphémère, moins institutionnalisé. Du coup, le politique a beaucoup de mal à parler. À qui ? À qui ? Oui, il parle à qui, Emmanuel Le Chip ? À des syndicats divisés, à un patronat finalement qui ne fait plus du tout confiance au gouvernement ? Non mais oubliez tous ces relais-là, ils sont en train de se désagréger tous les uns après les autres. On voit bien que entre la tête des syndicats et la base, il n'y a plus beaucoup de liens. Entre le jeu de posture qui se joue dans les négociations syndicales au plus haut niveau, il n'y a aucun rapport avec ce qui se passe vraiment sur le terrain. Alors moi je suis d'accord avec le constat que fait Bernard, mais je n'en tire pas du tout les mêmes conséquences. Par la force des choses, dans une société qui est complètement sclérosée par les corporatismes, forcément, c'est la juxtaposition des mécontentements qui fait l'affaire. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la rationalité, c'est pas l'universalisme de la revendication qui fait sa généralisation. C'est le fait que chacun, dans une société qui se désagrège, se replie sur son précaré. Sur ses avantages catégoriels. Voilà. Donc on a tout un tas de petits... Et c'est là où c'est difficile pour le politique, effectivement, c'est que ça revient à vouloir attaquer tout un tas de petits bastions. Qui vont et ces petits bastions, on voit bien qu'ils sont difficiles à prendre et que l'armée qui les attaque est pas quand même hyper courageuse, extrêmement entraînée. Oui, comment on fait justement, Bernard Vivier, quand on a des petits bastions, des avantages catégoriels? On parlera dans un instant des taxis, des cheminots, des intermittents, avec un gouvernement qui est peut-être pas bien armé, des syndicats qui sont divisés, un patronat qui n'a plus du tout confiance vis-à-vis du gouvernement. Il est où le dialogue social dans ce contexte? Justement, le risque, c'est sur un fond d'affaissement du climat social, de perte de confiance, de fuite. Les jeunes générations s'en vont chercher du travail ailleurs, de désagrégation sociale. La réponse, elle n'est pas dans la mise en accusation des bastions qui sont récalcitrants. Elle est au contraire dans la consolidation des dispositifs d'ensemble, en clair, des organisations syndicales et du patronat. Vous savez, dans une entreprise, un dirigeant d'entreprise, quand il a un problème dans un atelier ou dans un établissement, il est content de pouvoir négocier avec son délégué syndical central, qui dit « Ok, j'en fais mon affaire ». Et j'en fais mon affaire pour donner du crédit à la ligne patronale ou donner du crédit à la ligne de l'établissement en rébellion. Mais au moins c'est clair. Et 9 fois sur 10, en général, quand le délégué syndical central et le dirigeant d'entreprise s'entendent, le délégué syndical, jusqu'à présent, arrivait à se faire entendre à la base. Camarades, on arrête, on poursuit la lutte par d'autres moyens. Ça veut dire en clair, on ne fait plus grève et on reprend le travail. Mais on tient les équipes. La CGT a longtemps été, reste encore une organisation très structurante, très structurée, qui a le sens de l'appareil. Et le problème aujourd'hui, c'est que ces grands dispositifs de régulation des troupes syndicales ne sont plus là. Les fédérations prennent de l'autonomie au sein des confédérations. Les délégués syndicaux n'en font qu'à leur tête vis-à-vis des fédérations. Les délégués d'établissement par rapport aux délégués syndicaux centraux. Et les délégués syndicaux, ils courent après la base. Et donc, il y a des renversements. Mais on voit des figures émerger. Souvenons-nous d'Édouard Martin à la CFDT. Ils sont voués à être des figures éphémères. C'est-à-dire, c'est vrai. Une cause, une figure, on rejoint cette espèce de liquidité. C'est pas nouveau. À qui après on va confier une liste électorale. On l'a vu à un moment dans les révoltes étudiantes, les grèves étudiantes des années 80, 90. C'est quand même plus anthropologique que cela, et en cela je diverge un peu par rapport à ce que vous venez de dire, parce que on ne reviendra pas sur ces intermédiaires que nous avons connus de manière classique. Il faut inventer de nouveaux modes de gouvernance, c'est évident. Il faut retrouver, mais justement, le réflexe aujourd'hui est de revenir au modèle institutionnalisé à l'ancienne, alors qu'on est en pleine désintermédiation. Voilà, on le sait très bien, on le sait, ne serait-ce que parce qu'on est dans le monde du 2.0, la désintermédiation, c'est notre quotidien. Et le caractère instantané et éphémère, c'est notre quotidien aussi. Donc on ne reviendra pas à quelque chose d'avant. En revanche, les dirigeants politiques, économiques, etc., souvent sont un peu dans le réflexe de revenir à quelque chose de
reverticaliser pour dire finalement là on sépare les 7 langues et on va y rester. Mais ça ne marche plus. Non. Benaouda Abdeldaïm, j'ai une question à vous poser dans ce contexte. Cet après-midi, vaste remaniement, non pas ministériel, mais au cabinet de François Hollande à l'Élysée, avec plusieurs de ses conseillers qui s'en vont. David Kessler pour la culture, Thierry Ray pour le sport, Emmanuel Macron, donc son conseiller aux affaires économiques, qui va être remplacé par Laurence Boone de Bank of America. Qu'est-ce que ça traduit, tous ces départs en masse? En masse, parce que quand même, trois conseillers d'un seul coup, vous devez en rajouter un. Oui. Pardonnez-moi, vous devez en rajouter un. C'est celui de celui qui était chargé de tous les programmes à l'éducation nationale. Oui. Dont le nom vient de m'échapper. Ça va me revenir. Et qui est une sacrée épine dans le pied de Benoît Hamon, parce que c'était lui qui était chargé de la refonte de tous les programmes. Bon. C'est une défection de plus à ajouter à la liste. Comment ça s'explique tous ces départs, Benaouda Abdeldaïm? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais honnêtement, 2 ans de cabinet ministériel et a fortiori 2 ans à l'Élysée, ça vous essore n'importe quel être humain normal. C'est le cas dans n'importe quelle démocratie généralement. C'est un rythme de rotation assez normal. Ce qui est en revanche assez étonnant, c'est cet échange entre Emmanuel Macron et Laurence Boone. Au-delà on va beaucoup jaser sur le fait que ça fait 10 ans qu'elle est économiste de banque, elle a été chez Barclays et maintenant chez Bank of America Merrill Lynch, mais c'est surtout la violence de son propos à l'égard de l'actuel pouvoir, de l'actuel gouvernement qui ne manque pas d'étonner. Enfin, vous allez voir fleurir toutes ces tribunes maintenant qui ressortent, et puis je vais vous en sortir qu'une seule. Allez-y. Celle de l'opinion, c'est-à-dire c'était le 26 mai, c'est-à-dire il y a exactement 15 jours. Bon, il y a toute la partie le bilan économique est désastreux, le discours de politique générale, absence totale de politique économique, etc. Bon, n'importe quel député UMP n'aurait pas fait mieux ou pire. Mais ce qui est intéressant dans son propos, c'est l'idée qu'on ne peut plus procéder par uniquement la réduction des dépenses publiques et désespérer finalement les gens. Je lis ces quelques lignes. Les réductions de dépenses sont un énième coup de rabot, synonyme de non-choix, coup de rabot sur les dépenses, gel des points d'indice de fonctionnaires et gel des prestations. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les salariés de la fonction publique et bénéficiaires des prestations sociales se révoltent et descendent dans la rue, point d'interrogation. Et là, on desserrera la corde comme vient de le faire le gouvernement sous la pression des députés pour resserrer 2 boulons ailleurs. Donc en gros, c'est ce qu'elle a saisi, et c'est qu'Emmanuel a plusieurs fois dit sur ce plateau, à un moment, il va falloir trouver autre chose à servir comme discours que le gel du point d'indice. Emmanuel, le Chypre. C'est un investissement pour l'État qui rapporte très gros. C'est-à-dire que Laurence Boone, c'est 2/10 de points d'intérêt en moins. Quasiment. C'est-à-dire que, à la fois parce qu'elle est ce profil de banquière, chef économiste de Bank of America, financier, etc., et par la violence de ses propos, c'est un discours qui va rassurer plus que jamais la planète financière. Et je vous dis juste que 2/10 de points de taux d'intérêt en moins sur la dette française, c'est 200 millions d'euros par an la première année, 400 la deuxième. Donc moi je trouve que Laurence Boone à l'Élysée, un bon investissement. C'est bon pour mon portefeuille. En même temps, à un moment, on va voir si elle va manger son chapeau ou pas, parce que j'ai trouvé un autre texte qui date d'octobre 2013 qu'elle a rédigé avec Céline Renucci pour le Conseil d'analyse économique ou Conseil d'analyse stratégique. L'augmentation du nombre d'heures travaillées par employé peut être un important levier de croissance pour la France, en convergeant progressivement vers les standards italiens, c'est-à-dire 300 heures de travail supplémentaires pour les Français. Le potentiel de croissance passerait de 1,4 à 1,9 à l'horizon de 2022. Donc si c'est cette politique-là qu'elle compte faire avancer à l'Élysée, ça promet des jours difficiles. Un mot, et puis on se retrouve dans un instant. Virginie Martin de Think Different. Qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cet attelage? Le grand écart politique dans le gouvernement est pas très nouveau. Là, on franchit quand même encore un cap. Mais je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. Et puis son idée de 3e voie tout de même entre les réductions absolues qui finalement confinent à l'austérité. Le FMI dit ça depuis des années déjà, ou en tout cas de longs mois. Donc c'est pas si mal. Maintenant, politiquement, il va vraiment falloir expliquer au PS, à la gauche de la gauche. Elle n'est pas secrétaire générale de l'Élysée. C'est compliqué. Non, elle n'a pas le titre de secrétaire général adjoint qu'avait Emmanuel Macron. Ce sont des actes symboliques très forts. Bien sûr. On se retrouve dans un instant. Donc, est-ce qu'avant un été, est-ce qu'après un printemps social difficile, on va arriver à un été chaud? Les décodeurs de l'écho. On revient, on s'intéressera aux grèves à la SNCF, les taxis, les intermittents. À tout de suite.